Chapitre 3. Le colporteur. Les casseroles accrochées au flanc du chariot faisaient un bruit épouvantable tandis que le véhicule roulait sur les planches disjointes du pont principal. Toujours escorté par une foule de villageois et de fermiers venus spécialement pour les festivités, le colporteur tira sur les rênes de son attelage et s'arrêta juste devant l'auberge. De toutes les directions, des curieux accouraient pour voir de près le chariot géant aux roues plus grandes qu'un homme et le colporteur assis sur le siège du conducteur. Le teint pâle, le corps maigrichon et les bras démesurément longs et minces, Padan Fain était doté d'un extraordinaire nez crochu. Toujours souriant, voire hilar, comme s'il connaissait une bonne blague que le reste du monde ignorait, Fain venait à Champ d'Edmond tous les printemps, pour Beltine précisément, d'aussi loin que pouvait se souvenir Rand. La porte de l'auberge s'ouvrit, cédant le passage à l'entier conseil du village, Maître Albert et Tam ouvrant la marche. Tous avançant d'un pas décidé, même Senbury, les conseillers se frayèrent un chemin dans la foule tout excités à l'idée de découvrir les merveilles des épingles, de la dentelle, des livres et mille autres choses qu'apportait le colporteur. À contre-cœur, les villageois s'écartèrent. Mais ils ne cessèrent pas de crier, demandant à Fain ce qu'il avait de neuf à vendre et surtout quelles nouvelles il apportait du monde extérieur. Pour les villageois, les articles tels que les boîtes à infusion, les pelotes d'épingles ou les rouleaux de tissu ne constituaient que la moitié de la cargaison du chariot. L'autre, c'était des mots, tout simplement. Le récit de ce qui se passait loin de Deux-Rivières dans l'univers des grandes cités. Certains colporteurs, pour être débarrassés, débitaient à toute vitesse un discours confus qui perdait vite tout intérêt. D'autres, du genre laconique, jouaient les héros de très mauvaise grâce et sans aucun talent. Fain, lui, parlait de bon cœur. Non sans manier l'ironie, et il savait ménager ses effets, produisant une prestation à la hauteur de celle d'un trouvère. Adorant être le centre d'intérêt d'un public, il ne répugnait jamais à faire son numéro. Rand se dit soudain que le colporteur ne serait sans doute pas ravi d'apprendre la présence au village d'un vrai trouvère. Tandis qu'il s'affairait à attacher les rênes de son attelage au frein du chariot, Fain accorda un minimum d'attention aux membres du conseil et aux villageois. Sans regarder ni saluer personne en particulier, il souriait, les dents serrées, adressant des signes de la main distraits à des gens dont il était particulièrement proche. Mais sa conception de l'amitié se caractérisait depuis toujours par une certaine froideur, ou, à tout le moins, une très nette tendance à conserver ses distances. Alors que la foule l'implorait de parler, il continua à se consacrer à des tâches sans importance. Un moyen d'attendre que l'impatience des villageois ait atteint son zénith, bien entendu. Seuls les conseillers n'entraient pas dans le jeu. Très dignes, comme l'exigeait leur rang, ils se taisaient obstinément. Mais le nuage de fumée de pipe qui grossissait au-dessus de leur tête trahissait à quel point ils prenaient sur eux pour ne pas craquer. Se faufilant dans la foule, Rand et Matt approchèrent du chariot autant qu'il était possible. Rand se serait arrêté bien plus tôt, mais son ami jouait des coudes, l'entraînant dans son sillage. Pour finir, ils se retrouvèrent juste derrière les conseillers. « Rand ! J'ai bien cru que tu resterais chez toi pendant toutes les festivités cette année !» cria Perrin Aybara assez fort pour couvrir la clameur de la foule. Plus petit d'une demi-tête que Rand, l'apprenti forgeron aux cheveux bouclés était pratiquement 2 fois plus large que lui. Un colosse aux épaules et aux bras dignes de ceux de Maître Luhan en personne. S'il l'avait voulu, il se serait aisément frayé un chemin dans la foule, mais ce n'était pas son genre. Au contraire, il avançait prudemment, s'excusant lorsqu'il passait trop près des gens qui n'avaient pas d'yeux que pour le colporteur. Qu'on en prenne note ou pas, Perrin s'excusait et s'efforçait de ne bousculer personne. « Beltine et un colporteur !» s'exclama-t-il quand il eut rejoint ses amis. « Je parie qu'il va vraiment y avoir un feu d'artifice. »« Si tu savais tout, lança Matt, tu en tomberais sur les fesses !» Perrin jeta un regard soupçonneux aux farceurs du village. Puis il fronça les sourcils à l'intention de Rand. « Il ne ment pas !» cria Rand. « Mais je t'expliquerai plus tard ! Oui, plus tard !» À cet instant précis, Padan Fain se mit debout sur le siège du conducteur. Aussitôt, la foule se tut, laissant ainsi les 3 derniers mots de Rand retentir comme autant de roulements de tonnerre. Un bras, théâtralement levé, Fain se pétrifia, la bouche grande ouverte. Tous les regards se braquèrent sur Rand, y compris celui du squelettique petit colporteur qui s'attendait à voir la foule boire ses paroles. Rouge comme une pivoine, Rand regretta de ne pas avoir la taille d'Ewin, histoire de passer inaperçu. Ses 2 amis parurent aussi mal à l'aise que lui.
Fane avait commencé l'année précédente à ne plus les tenir pour quantité négligeable. Très professionnel, il ne perdait en général pas de temps avec les individus trop jeunes pour lui acheter sa marchandise. Avec son éclat, Rand redoutait d'être réintégré dans la catégorie des enfants sans intérêt. « Non, pas plus tard !» tonna Fane en tirant sur les pans de sa cape. Ensuite, il leva de nouveau une main. « Je vais parler maintenant !» En tenant son discours, il faisait de grands gestes, comme pour envoyer ses paroles à la foule. « Vous pensez avoir des problèmes sur le territoire de Deux-Rivières ? Eh bien, sachez que le monde entier en a, de la flétrissure à la mer des tempêtes, en passant par l'océan d'Arit à l'ouest et par le désert des Aïels à l'est, et même au-delà. L'hiver fut le plus rude que vous ayez connu, vous glaçant jusqu'à la moelle des os. Mais c'était pareil partout. Dans les terres frontalières, votre hiver passerait pour un charmant printemps. Mais chez vous, le printemps, le vrai n'arrive pas, c'est ça? Des loups ont tué vos moutons. Ils ont été jusqu'à attaquer des hommes. Eh bien, le printemps est en retard dans le monde entier. Et les loups rôdent partout, le ventre creux, prêts à planter leur croc dans n'importe quelle chair, que ce soit celle d'un mouton, d'un homme ou d'une vache. Mais il y a de pires malheurs que les loups et le frimas. Et je connais beaucoup de gens qui se réjouiraient de ne pas avoir d'autres ennuis que cela. Qu'y a-t-il de plus terrible que des loups qui massacrent des moutons et des hommes ? Demanda Senbui. Des murmures approbateurs coururent dans la foule. Des hommes qui massacrent d'autres hommes, répondit le colporteur d'un ton sinistre. Je veux parler de la guerre! Des cris de surprise et d'indignation accueillèrent cette nouvelle. Au Gul'dan, le conflit qui fait rage est une véritable boucherie. Dans la forêt de Dalin, la neige est rouge de sang humain. Les corbeaux occultent le ciel et leurs cris percent les tympans des survivants. Des armées marchent sur le Gul'dan. Des pays, des hautes maisons et des grands hommes envoient leurs soldats au combat. La guerre, répéta Bran Alver, faisant la moue comme si ce mot lui laissait un goût bizarre dans la bouche. À Deux-Rivières, personne n'avait jamais été impliqué dans un conflit armé. Pourquoi ces gens-là se battent-ils ? Fane eut un rictus moqueur, à croire qu'il entendait fustiger l'ignorance des villageois coupés de la réalité du monde. Puis il se pencha vers Bran, comme s'il voulait lui parler à l'oreille, mais sa voix resta assez forte pour que tout le monde l'entende. L'étendard du dragon est de nouveau levé. Des hommes accourent pour le combattre ou pour le soutenir. L'assistant s'en cria d'effroi, et Rand sentit qu'il frissonnait de la tête aux pieds. « Le dragon !» gémit quelqu'un. « Le ténébreux fond sur le Gul'dan !»« Pas le ténébreux !» beugla Harald Luhan. « Le dragon, vous dit-on. Et de toute façon, c'est un imposteur. Si nous écoutions Maître Fane !» proposa Bran Alver. Mais tout le monde hurla en même temps. « C'est aussi terrible que le ténébreux ! Le dragon a disloqué le monde, pas vrai? Tout est sa faute! C'est lui qui a provoqué l'ère de la folie! Vous connaissez les prophéties? Quand le dragon renaîtra, nos pires cauchemars passeront pour de doux rêves! C'est un autre imposteur, rien de plus! Et ça change quoi? Tu te souviens du dernier? Lui aussi a déclenché une guerre, et il y a eu des milliers de morts! Fane, parle-nous du carnage de Liliane! Les temps sont maléfiques! Pendant 20 ans, personne n'a prétendu être le dragon réincarné, et voilà que nous en avons 2 en 5 ans! Voyez cet hiver qui s'éternise, c'est la fin du monde! Rand regarda ses deux amis. Mat avait le regard brillant d'excitation. Perrine, lui, fronçait dubitativement les sourcils. Rand se souvenait de toutes les histoires qu'il avait entendues sur les hommes censés être, selon leur propre dire, le dragon réincarné. En mourant ou en disparaissant sans avoir accompli l'ombre d'une prophétie, ils s'étaient désignés comme des imposteurs. Mais ça ne les avait pas empêchés de provoquer des désastres. Des nations entières dévastées par des guerres, des villes et des villages incendiés, des montagnes de cadavres brûlés et des réfugiés s'entassant sur les routes comme des moutons dans un enclos. C'était du moins ce que racontaient les colporteurs et les marchands, et aucun habitant sensé de Deux-Rivières n'aurait mis leurs paroles en doute. Quand l'authentique dragon renaîtrait, disaient certains, ce serait la fin du monde. « Silence !» s'écria le bourgmestre. « Un peu de calme! Arrêtez de vous laisser emporter par votre imagination! Si nous écoutions ce que Maître Fane veut nous dire au sujet de ce faux dragon !» La foule se tut, mais Senbui ne l'entendit pas de cette oreille. « Est-ce vraiment un imposteur ?» demanda-t-il. Bran Alver fut d'abord surpris par cette attaque insidieuse, mais il se ressaisit très vite.
Cesse de parler comme un vieux fou, Sen !» rugit-il. Mais le mal était déjà fait, et les cris reprirent de plus belle. « Ça ne peut pas être le dragon réincarné! Que la lumière nous protège! C'est impossible !» « Senbui, espèce de vieil idiot! Tu voudrais attirer une catastrophe sur nos têtes, pas vrai? Et si tu prononçais le nom du ténébreux maintenant? Senbui, sous l'influence du dragon, tu tentes de nous nuire à tous !» Le vieux couvreur ne se démonta pas et regarda autour de lui, tentant de faire baisser les yeux à ses détracteurs. « Ai-je entendu Fane parler d'un imposteur? Et vous? Utilisez donc vos yeux! Où sont les céréales qui devaient nous arriver au moins au niveau des genoux? Pourquoi l'hiver persiste-t-il alors que le printemps devrait être là depuis 1 mois? » Des voix rageuses ordonnèrent au vieil homme de se taire. « Pas question, répliqua-t-il. Je déteste ce sujet comme vous, mais je ne me cacherai pas la tête dans le sable jusqu'à ce qu'un homme de Bac-sur-Tarenne vienne me trancher la gorge. Et pour une fois, je ne me laisserai pas embobiner par le bagou de Fane. Dis-nous la vérité, colporteur. Qu'as-tu donc entendu? Cet homme est-il un faux dragon? » Pas le moins du monde perturbé par le chaos qu'il venait de provoquer, ni par les nouvelles dont il s'était fait le messager, Fane haussa les épaules puis se passa pensivement le bout d'un index sur le nez. « Qui peut le dire avant que tout soit accompli ?» demanda-t-il. Il marqua une pause très étudiée, imaginant sans doute les réactions de son auditoire, et les trouvant à l'évidence très drôles. « Je sais cependant que cet homme contrôle le pouvoir de l'unique. Ses prédécesseurs en étaient incapables. Lui, il sait canaliser la force universelle. Sur un de ses cris, le sol s'ouvre sous les pieds de ses ennemis et de hauts murs s'écroulent comme un château de cartes. La foudre lui obéit et frappe où il le lui ordonne. Voilà ce que j'ai entendu de sources que je ne mets pas en doute. » Un lourd silence ponctua cette tirade. Rand regarda ses amis. Perrine semblait voir devant son œil mental des choses qu'il détestait. Matt, lui, paraissait toujours très excité. À peine plus taciturne qu'à l'accoutumée, Tam se pencha vers le bourgmestre pour lui parler à l'oreille. Mais Ewin Fingar l'en empêcha. « Il deviendra fou et mourra !» cria-t-il. « Dans les récits, les hommes qui canalisent le pouvoir perdent la raison, se dégradent et finissent par mourir. Seules les femmes peuvent manipuler le pouvoir. Ton dragon ne le sait-il pas, colporteur ?» L'adolescent se baissa vivement pour éviter une taloche de Senbui. « Vas-tu enfin te taire, sale gosse ?» cria le couvreur en brandissant le poing. « Montre un dû respect à tes aînés et laisse-les s'occuper de cette affaire !» « Du calme, Sen, » intervint Tam. « Ce garçon s'intéresse à ce qui arrive. Ce n'est pas une raison pour t'énerver. »« Et si tu te comportais comme un adulte, pour une fois ?» renchérit Bran. « En te souvenant que tu es membre du conseil, si tu veux bien. » L'air de plus en plus furieux, le couvreur s'empourpa jusqu'à la racine de ses cheveux. « Enfin, vous savez bien de quel genre de femme il veut parler !» explosa-t-il. « Luan, et toi aussi, Crow, cessez de me regarder comme ça. Ce village est un lieu décent, habité par des personnes moralement irréprochables. Entendre Fane parler d'un faux dragon capable de canaliser le pouvoir est déjà une infamie. Faut-il en plus qu'un seul gamin possédé par le dragon évoque devant nous les Aes Sedai? Certains sujets ne doivent pas être abordés. Un point, c'est tout. Et si vous avez l'intention de laisser ce maudit trouvert raconter tout ce qui lui passe par la tête, sachez que ce n'est ni juste ni digne. » « Je n'ai jamais vu, entendu ou senti quelque chose dont on ne devait pas parler, » lâcha Tam. Mais Fane n'avait aucune intention d'en rester là. « Les Aes Sedai sont déjà impliqués, » dit-il. « Un groupe est parti vers le sud, en direction de Tar Valon. Cet homme contrôle le pouvoir. En conséquence, seuls les Aes Sedai peuvent le vaincre ou négocier avec lui, une fois qu'elles l'auront dominé sur le champ de bataille. Si elles y parviennent. » Dans la foule, quelqu'un gémit d'angoisse. Inquiets, Bran et Tam se regardèrent les sourcils froncés. Les villageois s'étaient massés les uns contre les autres et certains tiraient frileusement sur le pan de leur cape. Pourtant, le vent était plutôt moins violent. « Bien sûr qu'elles y parviendront !» lança une voix. « Au bout du compte, les imposteurs perdent toujours. Et il ne gagnera pas au moins. Et que se passera-t-il s'il triomphe ?» Penché vers le bourgmestre, Tam avait enfin réussi à lui parler à l'oreille. Ignorant le vacarme environnant, Bran écoutait attentivement en hochant de temps en temps la tête. Quand le père Tam eut terminé, Maître Alvert prit la parole. « Écoutez-moi! Un peu de silence pendant que je parle !» Le calme revint. « Il ne s'agit pas de simples nouvelles du monde, comme d'habitude, mais de très graves événements dont le Conseil doit débattre. Fane,
veux-tu bien entrer avec nous dans l'auberge? Nous avons des questions à te poser. » « Un bon gobelet de vin chaud ne me ferait pas de mal, » répondit le colporteur. Ravi de rester le centre d'intérêt du village, il sauta de son chariot, s'essuya les mains sur le devant de sa cape, puis tira sur les pans pour rectifier les plis. « Quelqu'un aurait-il la bonté de s'occuper de mes chevaux? »« Je veux entendre ce qu'il a à dire !» cria un homme. D'autres voix se joignirent à sa protestation. « Il ne peut pas venir avec vous! Ma femme m'a chargé d'acheter des épingles !» C'était Whitcongar. Plusieurs villageois le foudroyèrent du regard, mais il ne se démonta pas. « Nous avons aussi le droit d'interroger le colporteur !» lança quelqu'un au dernier rang de la foule. « Silence !» beugla Bran. L'effet fut immédiat. « Quand le conseil l'aura entendu, Maître Fane viendra vous dire tout ce qu'il sait, et vous vendre des épingles et des casseroles. Tad, occupez-vous de l'attelage de notre visiteur. » Tam et Bran flanquèrent le colporteur, les autres conseillers leur emboîtèrent le pas, et tout ce petit monde s'engouffra dans l'auberge. Une fois la porte refermée, un des villageois eut l'audace d'aller y frapper. « Rentrez chez vous !» brailla Bran derrière le battant de bois. Bien entendu, les villageois restèrent devant l'établissement, se perdant en conjectures sur les révélations du colporteur et les questions qu'allaient lui poser les conseillers. Convaincus que le conseil venait de commettre un abus de pouvoir, certains audacieux tentèrent de voir ce qui se passait à l'intérieur de l'auberge. Mais les rideaux étaient tirés, et d'autres mécontents bombardèrent de questions Hugh et Tab, sans que nul puisse vraiment dire ce que les deux braves garçons étaient censés savoir. Se contentant de répondre par des onomatopées, les employés de Bran entreprirent de dételer les chevaux de Fane. Puis ils les conduisirent les uns après les autres à l'écurie, et ne se remontrèrent plus ensuite. Ignorant la foule, Rand s'assit dans un coin des antiques fondations, resserra les pans de sa cape autour de sa poitrine, et riva les yeux sur la porte de l'auberge. Gul'dan. Tar Valon. Ces noms seuls suffisaient à stimuler son imagination. Des lieux qu'il connaissait uniquement à travers les récits des colporteurs et les anecdotes des gardes du corps des marchands. Aes Sedai, guerre, faux dragon. Ces mots-là peuplaient les histoires que les anciens racontaient au coin du feu, alors que la lumière d'une unique bougie faisait danser des ombres inquiétantes sur les murs d'une pièce aux volets clos malmenés par le vent. Rand songea que le blizzard et les loups étaient sûrement préférables au drame qui se déroulait dans le grand monde. Cela dit, hors de Deux-Rivières, tout devait être tellement différent. On avait sûrement l'impression de vivre dans une légende racontée par un trouvère. L'aventure. Une aventure sans fin, durant toute une vie. Les villageois commençaient à se disperser, même s'ils râlaient toujours fermes. S'arrêtant près du chariot, Whitcongar regarda à l'intérieur comme s'il espérait y trouver un second colporteur caché entre les marchandises. Bientôt, il ne resta plus devant l'auberge que quelques jeunes gens désœuvrés. Mat et Perrine vinrent alors rejoindre leur ami. « Je ne vois pas comment le trouvère pourra faire mieux !» s'écria Mat. « Vous croyez que nous verrons un jour ce faux dragon ?»« J'espère bien que non, » dit Perrine. Il secoua la tête, faisant onduler sa chevelure bouclée. « Pas à Deux-Rivières en tout cas, surtout si ça implique la guerre. »« Et la venue des Aes Sedai, » ajouta Rand. « As-tu oublié qui est responsable de la dislocation du monde ? Le dragon a commencé, mais les Aes Sedai ont fait le sale travail. »« Le garde du corps d'un négociant en bois m'a raconté une histoire un jour, » dit Mat. « Selon lui, le dragon renaîtra quand l'humanité vivra des heures terribles et aura plus que jamais besoin d'aide. Et il la sauvera. »« S'il a dit ça, c'était un imbécile, » affirma Perrine. « Et tu as été stupide de l'écouter. » L'apprenti forgeron avait à peine élevé la voix, car il était très long à perdre son sang-froid. Mais les fantaisies permanentes de Mat l'exaspéraient parfois, et il n'en faisait pas mystère. « Et après avoir été sauvés, nous vivrons dans un nouvel âge des légendes, je parie. C'est ce qu'il a prédit, pas vrai ? » « Je dis que je l'ai cru, » se défendit Mat. « J'ai entendu ce type parler, voilà tout. Nynaeve était là aussi, et j'ai cru qu'elle allait nous écorcher vifs tous les deux, le garde et moi. Il a affirmé que beaucoup de gens croyaient la même chose que lui, mais qu'ils n'osaient pas l'avouer à cause des Aes Sedai ou des Fils de la Lumière. Mais Nynaeve nous a passé un sacré savon, et l'homme n'a plus rien voulu dire. Plus tard, notre sage dame a parlé au négociant qui n'a plus jamais ramené ce garde. « Une excellente initiative, » dit Perrine. « Le dragon qui sauve l'humanité. On dirait des âneries de Coplin. » « Quelles heures pourraient être assez terribles pour que nous demandions l'aide du dragon ?» renchérit Rand. « Autant appeler au secours le ténébreux en personne. Le garde ne m'a pas donné de précision, » avoua Mat, mal à l'aise. « Et il n'a jamais parlé d'un nouvel âge des légendes.
En revanche, il a dit que le retour du dragon dévasterait le monde. Voilà qui nous sauvera sûrement, railla Perrine. Une autre dislocation. Lâche-moi un peu, s'écria Matt. Je me contente de répéter les propos du garde. Et moi, dit Perrine, j'espère que les Aes Sedai et ce dragon, imposteurs ou pas, resteront là où ils sont. Ainsi, le territoire de Deux-Rivières sera peut-être épargné. Tu crois que ce sont vraiment des suppôts des ténèbres ? Demanda soudain Matt. Qui ça ? S'enquiert Rand. Les Aes Sedai. Rand consulta du regard Perrine, qui haussa les épaules. Les histoires, Rand. Toutes ne disent pas que les Aes Sedai servent le ténébreux. Par la lumière, Matt, ce sont les responsables de la dislocation du monde. Que te faut-il de plus ? Là, tu marques un point. Marc se rembrunit. Mais il recouvra vite son bel enthousiasme. Le vieux Billy Congar dit que les suppôts des ténèbres n'existent pas, et les Aes Sedai non plus. Pour lui, ce sont des balivernes. Et il ne croit pas aux ténébreux. Du délire de Copline repris par un Congar, grogna Perrine. Et tu t'attends à quoi exactement ? Le vieux Billy a prononcé le nom du ténébreux. Je parie que tu l'ignorais. Par la lumière, souffla Rand. Matt sourit de toutes ses dents. C'était au printemps dernier, juste avant que les chenilles aient dévasté ses champs sans toucher à ceux des autres fermiers, et que toute sa famille attrape la fièvre des yeux jaunes. Je l'ai entendu nommer le ténébreux à l'époque. Il affirme toujours ne pas y croire, mais depuis, il me jette quelque chose à la figure chaque fois que je lui demande de recommencer. Et tu es assez stupide pour lui demander, n'est-ce pas, Matrim Cotton ? Lança une voix féminine. Ninaev Almehara se campa devant les trois garçons, la natte noire repoussée derrière son épaule, manquant de se hérisser de fureur. Rand se leva maladroitement. Très mince, et lui arrivant à peine à l'épaule, la sage dame paraissait pourtant le dominer d'une bonne tête. Et sa jeunesse, sans parler de sa beauté, ne la rendait pas moins impressionnante. « Je me doutais bien que Billy Congar avait encore fait des siennes, dit-elle. Mais je t'aurais cru trop intelligent pour le provoquer ainsi. Tu es en âge de prendre femme, Matrim Cotton, mais en réalité, tu ne devrais pas t'éloigner des jupes de ta mère. Encore un effort, et tu prononceras toi aussi le nom du ténébreux. »« Non, sage dame !» se défendit Matt. Il se fit tout petit, comme s'il avait une chance de disparaître sous terre. « C'était le vieux Billy, enfin, maître Congar. Pas moi. Oh, par le sang et les cendres. Tiens ta langue devant moi, Matrim Cotton. » Même si ce n'était pas lui que la sage dame admonestait, Rand se mit au garde à vous, comme un cancre devant son professeur. Perrine non plus n'en menait pas large. Plus tard, un des trois garçons, au moins, se plaindrait d'avoir été maltraité par une femme à peine plus âgée que lui. Après les éclats de Ninaev, tout le monde réagissait ainsi. Mais jamais en sa présence. En face d'elle, tous les villageois filaient doux, même les anciens. Surtout quand elle n'était de mauvaise humeur. Si son bâton était épais à une extrémité, à l'autre, il avait tout d'une cravache, et elle n'hésitait jamais à en jouer sur la tête, les mains ou les jambes des impudents, quel que soit leur âge et leur position. Concentré sur la sage dame, Rand n'avait pas vu qu'elle était accompagnée. Quand il constata son erreur, il eut envie de s'enfuir à toutes jambes, et tant pis pour ce que Ninaev lui dirait ou lui ferait ensuite. Campé 2 ou 3 pas derrière la sage dame, Egwene suivait la scène avec une intense concentration. De la même taille que Ninaev, et brune comme elle, la fille de Bran aurait pu être le reflet dans un miroir de l'humeur plus que maussade de la sage dame. Les bras croisés, une moue désapprobatrice sur les lèvres, ses grands yeux marrons d'une accablante gravité, elle avait de quoi glacer le sang du jeune homme le plus téméraire. S'il y avait eu une justice, avoir 2 ans de plus qu'elle aurait dû conférer un avantage à Rand. Mais il n'en était rien. À ses meilleures heures, il n'était jamais très brillant lorsqu'il parlait à une des filles du village. Tout le contraire de Perrine. Mais devant Egwene, lorsqu'elle le regardait ainsi, ses grands yeux rivés sur lui comme si elle ne voyait rien d'autre, il devenait incapable d'émettre une suite de mots cohérente. Avec un peu de chance, il pourrait peut-être se défiler dès que Ninaev en aurait terminé avec lui. Mais il ne le ferait pas, même si l'occasion se présentait. Pourquoi ? Eh bien, il n'aurait su le dire. Mais c'était ainsi. « Si tu as fini de me regarder comme un agneau rendu idiot par la lune, Randall Thor, dit Ninaev, pourrais-tu m'expliquer pourquoi vous étiez en train de parler d'un sujet qu'il est recommandé d'éviter ? Même des jeunes taureaux sans cervelle comme vous devraient savoir ça. » Rand se força à détourner les yeux d'Egwene, qui, bizarrement, affichait un sourire entendu depuis que la sage dame s'était lancée dans son sermon.
Ninaève elle-même, si sévère que soit son ton, semblait secrètement amusée par toute cette affaire, jusqu'à ce que Matt ait l'idée saugrenue d'éclater de rire. Sa gravité revenue, la sage dame le foudroya du regard et son rire s'étrangla pathétiquement. « Alors, Rand !» lança Ninaève. Du coin de l'œil, le jeune homme vit qu'Egwene souriait toujours. Que trouve-t-elle drôle là-dedans? Eh bien, le sujet semblait approprié. Padan Fain, enfin Maître Fain, nous a appris qu'un faux dragon a déclenché une guerre au Gul'dan et que des Aes Sedai s'opposent à lui. Le conseil a jugé l'événement assez important pour entendre le colporteur en séance privée. De quoi aurions-nous dû parler, mes amis et moi? C'est pour ça que le chariot du colporteur est laissé à l'abandon. J'ai entendu les villageois courir à sa rencontre, mais je ne pouvais pas quitter le chevet de maîtresse Aileen avant que sa température ait baissé. Les conseillers interrogent Fain sur ce qui se passe au Gul'dan, c'est ça? Comme je les connais, ils poseront toutes les mauvaises questions et omettront les bonnes. Pour apprendre quelque chose d'intéressant, il faudra que le cercle des femmes prenne le relais. Sur ces mots, la sage dame ajusta sa cape sur ses épaules, s'éloigna et entra d'un pas décidé dans l'auberge. Egwene ne la suivait pas. Alors que la porte de l'établissement se refermait, elle vint au contraire se camper à son tour devant Rand. Elle avait l'air bien plus commode désormais, mais son regard continuait à mettre mal à l'aise le fils de Tam. Il se tourna vers ses amis, qui s'éclipsaient sans demander leur reste, ravis de le laisser seul avec ses ennuis. « Rand, tu ne devrais pas te laisser entraîner dans les bêtises de Matt, » dit Egwene, aussi sentencieuse que la sage dame. Puis, sans crier gare, elle éclata de rire. « Je ne t'avais plus vu si penaud depuis le jour où Senbui vous a surpris dans son pommier, Matt et toi. Vous aviez 10 ans, je crois. » Sautant nerveusement d'un pied sur l'autre, Rand regarda de nouveau ses amis. Pas très loin de là, ils conversaient, et Matt, comme toujours, gesticulait tout en parlant. « Tu danseras avec moi demain ?» s'entendit demander Rand. Ce n'était pas du tout ce qu'il avait eu l'intention de dire. Il avait vraiment envie de danser avec Egwene, mais en même temps, il redoutait plus que tout au monde l'inconfort qu'il éprouvait à coup sûr en sa présence. Le genre de malaise qu'il subissait en ce moment même. « Dans l'après-midi, oui, » répondit la jeune fille avec un petit sourire. « Le matin, je serai prise. »« Un trou vert !» s'écria soudain Perrine dans le dos d'Egwene. Elle tourna la tête vers l'apprenti forgeron, mais Rand lui posa une main sur le bras. « Comment ça, prise ?» Malgré le froid, Egwene baissa la capuche de sa cape et, nonchalamment, rejeta sa natte brune derrière son épaule. La dernière fois qu'il l'avait vue, les longs cheveux de la jeune fille cascadaient dans son dos, un joli ruban rouge les empêchant de lui tomber sur les yeux. Désormais, ils étaient tressés. Rand regarda la natte comme s'il s'agissait d'une vipère, puis il jeta un coup d'œil au poteau du printemps qui attendait sur la place verte. Le lendemain matin, les femmes à marier danseraient autour. Pour la première fois, il eut conscience qu'Egwene atteindrait l'âge de convoler en juste noces en même temps que lui. Avoir l'âge de se marier ne veut pas dire qu'on y soit obligé, marmonna-t-il. En tout cas, pas tout de suite. Bien entendu, approuva Egwene. Pas tout de suite, comme tu dis, et éventuellement jamais. Jamais? Les sages dames se marient très rarement. Ninaève s'occupe de me former, sais-tu? Selon elle, je suis doué, et je pourrais apprendre à écouter le vent. À l'en croire, et même si elles prétendent le contraire, beaucoup de sages dames en sont incapables. Sages dames? S'écria Rand amusé. Il ne vit pas le regard menaçant de la jeune femme. Ninaève occupera son poste pendant au moins 50 ans. Tu veux rester apprenti toute ta vie? Il y a d'autres villages. D'après Ninaève, au nord de la rivière Taren, ils choisissent tous une sage dame venue d'ailleurs. Une façon d'éviter qu'elles aient ses préférences parmi les villageois. Rand se rembrunit en un clin d'œil. Tu quitterais le territoire de Deux-Rivières? Je ne te reverrai jamais. Et ça te dérangerait? Ces derniers temps, tu ne t'es pas beaucoup intéressé à moi. Aucun natif de Deux-Rivières ne s'exile jamais, continua Rand ignorant l'interruption. À part certains habitants de Bac-sur-Taren, mais ils sont un peu fous, tout le monde sait ça. Vraiment, ils ne ressemblent pas aux gens d'ici. Et si j'étais folle aussi? Ou si j'avais envie de voir certains lieux dont parlent les récits? Tu ne t'es jamais posé la question toi-même? Bien sûr que si. Parfois j'en rêve, comme tout le monde. Mais je sais faire la différence entre les songes et la réalité. Et moi non, s'écria Egwene, vexée. Elle tourna le dos à Rand. Je n'ai jamais voulu dire ça. Je parlais de moi, c'est tout. Egwene!
La jeune femme s'enveloppa dans sa cape, une façon de se couper de Rand. Puis elle s'éloigna un peu de lui. Mécontent, Rand se gratta furieusement la tête. Comment se faire comprendre des Gwen? Ce n'était pas la première fois qu'elle plaquait sur ses propos un sens qu'il n'avait pas. Attendu l'humeur de la jeune femme, une gaffe aurait des conséquences désastreuses. Et tout ce que Rand dirait risquait d'en être une. Matt et Perrine se décidèrent enfin à rejoindre leur ami. Egwene les ignorant superbement, ils hésitèrent un peu, puis décidèrent de lui rendre l'appareil. « Moiraine a aussi donné une pièce à Perrine, » annonça Matt. « La même que les nôtres, et notre futur forgeron a vu le cavalier noir. »« Où ?» demanda Rand. « Et quand? Quelqu'un était avec toi, Perrine? Et tu en as parlé autour de toi ?» Perrine leva ses 2 battoirs en un geste apaisant. « Une question à la fois, s'il te plaît. Je l'ai vu hier soir à la lisière du village, et il surveillait la forge. J'en ai eu la chair de poule. J'ai averti Maître Luan, mais quand il a regardé, il n'y avait plus personne. Il m'a accusé d'avoir des visions. Pourtant, il a gardé son plus gros marteau à portée de main pendant que nous rangions les outils, après avoir éteint la forge. C'est la première fois qu'il se comporte ainsi. »« La preuve qu'il t'a cru, » dit Rand. Perrine ne parut pas convaincue. « Ce n'est pas certain. Quand j'ai demandé pourquoi il ne se séparait pas du marteau, si j'avais vraiment eu une vision, il a parlé de loups qui risquaient de s'introduire dans le village. S'il croit que c'est ça que j'ai vu, il me prend pour un imbécile. Jamais je ne confondrais un cavalier et un loup, même au crépuscule. Mes yeux sont excellents, et personne ne me fera penser le contraire. Je te crois, moi, affirma Rand. Souviens-toi que j'ai vu ce cavalier, moi aussi. Comme si cette déclaration le rassurait, Perrine eut un grognement satisfait. De quoi parlez-vous encore? Demanda soudain Egwene. Rand regretta de ne pas avoir baissé le ton, une précaution qu'il aurait prise s'il avait eu conscience que la jeune fille était assez près pour l'entendre. Avec un sourire béat, Matt et Perrine racontèrent leur rencontre avec le cavalier noir. Certain de ce que dirait Egwene quand ils auraient terminé, Rand resta sur la défensive. « Ah, Ninaev a raison !» s'exclama la jeune femme quand les 2 garçons furent arrivés au bout de leur récit. « Vous seriez bien mieux dans les jupes de vos mères. Beaucoup de gens se déplacent à cheval et portent une cape noire. Ça n'en fait pas des monstres sortis des légendes d'un trou vert. » Rand ne s'était pas trompé. Exactement le sermon qu'il prévoyait. « Et tu répands ces sornettes, Randaltor » s'indigna Egwene. « Parfois, tu perds tout ton bon sens. Après un hiver si éprouvant, tu crois utile d'effrayer encore plus les enfants ? Je ne réponds rien, Egwene. Mais je sais ce que j'ai vu, et ce n'était pas un paysan à la recherche d'une vache égarée. » Egwene prit une grande inspiration et ouvrit la bouche. Mais elle dut ravaler sa prochaine remarque. Sa chevelure blanche en bataille, un inconnu venait de sortir de l'auberge comme s'il avait un démon à ses trousses.